Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va s'intéresser dans un premier temps à la santé publique, à ce qu'on peut faire comme prévention. Le professeur Nedir Bosso viendra nous en parler. Ensuite, nous parlerons de la journée mondiale de la protection civile. Notre ami, le docteur commandant Hamdi Mahmoud, viendra nous parler de la spécificité de la célébration de cette journée demain, ça sera mercredi. Et puis, nous clôturons avec une virée à l'université de Constantine, pas l'université, au pôle universitaire, à la ville universitaire de Constantine, où eh bien, il y a une plateforme technologique extrêmement... c'est à voir. Donc, c'était très intéressant. Et le professeur Djamal Hammana, qui est le directeur de l'École nationale polytechnique de Constantine, viendra nous parler de ce que peut faire l'université eh bien, en matière de formation, d'innovation et d'incubation pour les jeunes innovateurs. On en parlera, tout ça, dans toute l'émission qui va commencer dans quelques instants. Mais comme on a pris l'habitude, nous allons nous balader un peu sur Constantine, sur les airs. C'est vrai qu'il fait froid, mais il fait beau, le soleil est là. Et nous allons nous balader avec la voix de Zindine Bouchala, qui chante Constantine à sa manière. Et cette chanson, on va l'offrir à nos deux amis qui sont loin de Constantine, mais qui ont le cœur à Constantine. Mon ami Morad Boudarsa et Abdelkrim Mouapri. Eh bien, je les salue avec cette chanson. Voilà, belle balade matinale avec cette belle valse chantée par Zindine Bouchala qui chante Constantine à sa manière. Alors nous allons parler de santé publique, de prévention et il y aura à partir du 5 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, toute une semaine dédiée à la prévention en matière bien de santé publique. Alors, il y aura un slogan pour cette semaine, c'est agissons, la semaine, voilà, pour une meilleure santé, agissons maintenant. Alors, ça veut dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et je crois que c'est le meilleur slogan que l'on puisse dire, professeur Nedir. Marhaba bik. Bik Allah yahnik, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala al-mursalin. Bonjour Ismaël, bonjour chers téléspectateurs.
C'est toujours un plaisir d'être là à la station de Wallah, Constantine. le plaisir est pour nous. Je vous assure que le plaisir est pour nous à chaque fois de vous recevoir pour nous parler de notre santé et que ce qu'on doit faire justement pour éviter eh bien, de tomber malade et essayer d'être le plus clean possible. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les médias, la télévision, d'ailleurs c'est le meilleur moyen de transmettre les messages qu'il faut pour une bonne action. Alors cette semaine, c'est une semaine dédiée à la prévention en matière de maladies, de santé publique. Donc vous avez tout un programme. Mais d'abord, pourquoi organiser une semaine de prévention d'abord? Donc cette semaine a été instaurée pour dire que il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, c'est ça. Comme on le dit en arabe, dirham wiqaya khayrun min alf dinar ilaj. Et ça ne coûte rien, absolument rien. Parce qu'à travers une petite connaissance, on peut éviter tout un mal. Et ce sont de petits gestes, hein, c'est pas grand-chose. Une petite connaissance, parce que toute souffrance, ça veut dire que lorsque je dis toute souffrance, toute pathologie, toute maladie, tout problème est généré par une ignorance. En général. En général. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours avoir cette connaissance pour éviter le pire, pour éviter le mal et pour éviter, dans ces conditions-là et dans cette circonstance, la maladie, les accidents, les handicaps. Donc, Alors, en matière de santé, donc, la prévention joue bien sûr un rôle. Alors, le fait d'interpeller le citoyen, quels sont les autres objectifs de cette semaine? D'abord, cette semaine dont vous avez annoncé le slogan, qui est Agissons maintenant. La santé, la prévention et la santé est la meilleure. Oui, la prévention est le meilleur garant d'une bonne santé. La prévention est le meilleur garant d'une bonne santé. Et agissons maintenant. Agissons maintenant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller en aval. On ne peut pas y aller en amont. C'est en aval qu'on peut faire des actions qui vont nous éviter pas mal de maladies, d'handicaps, d'accidents, d'incidents. Donc, et cette semaine, ce n'est qu'un début pour initier et d'ancrer cette culture de prévention. Voilà. Alors, c'est ça l'objectif principal. Ouais. Au-delà de parler de prévenir mieux que de guérir, voilà. Au-delà Au lieu qu'il y ait des slogans, je crois qu'il y a une action là sur le terrain. Alors, je pense que l'expérience de la pandémie du corona a beaucoup influé, je pense, sur l'idée d'organiser cette semaine qui est nationale. Ça sera à travers tout le territoire national. Et pendant 7 jours, chaque journée aura une thématique. Tout à fait, Smaïl. Tout à fait, Smaïl. Vous savez bien que notre spécialité, les services d'épidémiologie de médecine préventive, la mission principale, c'est la prévention. Parce que l'épidémiologie, elle est au service de la prévention. On ne peut pas faire une prévention sans passer par l'épidémiologie. L'épidémiologie qui touche à tout. Auparavant, c'était s'intéresser aux problèmes des épidémies. C'est pour cette raison qu'on l'appelait épidémiologie, parce que c'était les maladies transmissibles qui dominaient l'ensemble de la santé. Et comme vous savez que la santé, c'est le bien-être physique, mental et social, c'est une définition de l'OMS. L'OMS aussi, depuis 1948, elle a défini la prévention comme étant tous les moyens qui sont mis en œuvre. Pourquoi? Pour éviter ou réduire. Réduire quoi? La maladie, réduire les accidents, réduire les handicaps. Donc c'est cette approche qui va nous permettre de préserver cette santé et autrement dit, la promouvoir. C'est la promotion de la santé. Et la promotion de la santé ne peut passer que par, c'est-à-dire une bonne information, parce que l'outil principal de l'épidémiologie en matière de prévention, d'abord, il ne coûte rien. C'est une information, c'est une éducation et c'est une communication. Alors, communication, qui dit communication, eh bien, dit d'abord médias, mais aussi porte ouverte, on va dire un peu des actions, conférences. Voilà, des conférences, mais aussi peut-être des actions sur le terrain, aller vers le citoyen pour l'interpeller, comme ça s'est fait dans plusieurs cas
et dans plusieurs célébrations, je pense. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas attendre que le citoyen vienne à l'hôpital pour qu'il demande des soins curatifs. On a dit que ça, c'était déjà trop tard. Hein. C'est trop tard, c'est déjà... Enfin, la médecine ne peut que essayer de sauver. Mais il faudrait éviter qu'il vienne. Ce qui a été fait comme dégâts, etc. Il faut savoir aussi, Smaïl, que si les soins, c'est un droit du citoyen. C'est la Constitution qui le dit. La prévention, c'est le devoir de l'État. C'est le devoir de l'État. On n'a qu'à voir une des actions de la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, puisqu'il y en a 4, il y a primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Donc, la vaccination. Oui. La vaccination c'est le premier acte, et en Algérie, nous avons un des meilleurs programmes de vaccination, et bien sur le continent, mais aussi dans le bassin méditerranéen, parce que grâce à cette culture, parce que c'est une culture qui a été inculquée, nous, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais si on se remémore, par exemple, c'était des chansons avec des slogans qui passaient à la télévision, mais qui nous ont inculqué une manière de prévenir. Tout à fait, tout à fait. C'est des actions simples, mais qui restent indélébiles dans la conscience de toute une population. C'est-à-dire, la preuve. Vous avez... la chanson. Vous avez repris la chanson qui datait depuis plus de 40 ans. C'était les années, pour ne pas dire 50 ans, c'était les années 70. Fin 70, début 80. Voilà. Donc, la prévention primaire, telle que la vaccination, a permis à travers, bien sûr, puisque la vaccination, c'est un programme. Et l'Algérie, on a plus d'une dizaine de programmes qui vont vers la prévention de différentes maladies. Donc, entre autres, le programme élargi de la vaccination, dont les objectifs étaient, à titre d'exemple, d'éliminer, par exemple, le tétanos néonatal. La polio, on l'a éradiqué. Éradiquer la polio. Oui, c'est important. C'est très, très important. Et ça a permis de faire descendre les taux de morbidité, de mortalité. Même certaines maladies ont totalement été éradiquées. Voilà, on ne les retrouve plus. Ou éliminées, telles que le tétanos néonatal. C'est bien, ça rentre dans le cadre de la prévention. Alors, bon, je sais que pendant toute la semaine, il y aura plusieurs thématiques en matière de prévention. Il y aura plusieurs. Chaque journée, par exemple, la première journée, c'est la promotion de l'alimentation saine, et puis, etc. Je vous propose, de regarder un exemple de sensibilisation et de campagne. Ça mériterait. Pourquoi ? Ça, c'est un petit reportage que l'on a effectué il y a quelques mois. Ouais. C'était à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, mais c'est un exemple de prévention et de sensibilisation auprès des citoyens. Regardez. Et on essaie d'améliorer aussi le quotidien des malades, c'est-à-dire نعطيهم des conseils, comment ils mangent, comment ils s'habillent, comment ils se nettoient les pieds, etc. حبينا نلموا الأطفال نشوفوا المرضى التلاميذ المرض بالداء السكري ودرنا مسرحية صغيرة باش نعطوا التلاميذ المدارس نحسوهم نوعيوهم la sensibilisation des enfants par rapport au diabète. في وحدة الكشف سي دي ترونش عندي بريمير عندي سيام عندي ان ليسي. فيما يخص الابتدائي سي لي بارون هما اللي نستدعيو الاولياء ونتعامل مع الاولياء ومن بعد نولي للطفل. فيما يخص السيام اوسي فيما يخص الثانويه قادر يجيو لنا تاع روحهم يعني هما بعد على بالهم
بالحاله تاعهم. انا نهتم من الجانب النفسي اولا. اول شيء انا لازم نعاون هذا التلميذ والطفل هذا على تقبل المرض، باسكو بصفه عامه صغارك على بالك شيء صعب جدا. كي نقول لك صعب جدا، يعني انكور كي نقول لك صعب في الليسي بالك اصعب بالبريمير ماهوش فاهم، ما بالوش واش هو مرض السكري. فوالا تقبل المرض، نعاونوا اولا تقبل، باسكو هو يجيني ديجا ماهوش كيف نقول لك نافي المرض، ماهوش مامن بروحه بلي مش قالع راس بالمرض. هذه اولا. ثانيا نحاول نعتلو كيفاش يتعايش مع المرض. داء السكري العلاج تاعو يقوم على 3 محاور: الرياضه، الغذاء، والدواء ان كان. وانا عندي سمانه واحد ل 15 يوم مانيش منين نشوف يروح يمارك خلاص تسمى ضربه تاع بابا الله يرحمه. ودرك كي جيت قصت القيس عندي سكر. هاي عطاتني لابارا، عطاتني الدواء، ذاك واحد يروح يشي الدواء. انا مريض كي شدتهم هكا قلت نروح نشوف راس كيفاه لا بحالها. واش اللي قالوا لك؟ 5 غرامات و70. انا عندي مده ونام هكا، ساعه نداوي، ساعه نفكر دواء، ساعه ما نفكرو، ساعه يعطيوه لي، ساعه كل مره كيفاه مانيش حاب نداويكم، مانيش حاب نداوي علاه نجي هنا. لا تستمعي اليهم فإن قلة الحركة مفيدة للأبدان. أنا أريد أن أرتاح بعد كل هذا الطعام. أنا أشعر بالتعب والعطش ولا أرى بوضوح. ما بك يا إيمان؟ إيمان سوف نتصل بالطبيب. اتصلي. السلام عليكم، أين هو الطبيب؟ ها هو. الحلويات والسكريات. Voilà une manière de sensibiliser par le théâtre, par les enfants et pour les enfants. Donc ça, c'est un moyen de communication. Peut-être que le diabète, l'hypertension artérielle feront l'objet d'une journée parmi cette semaine de sensibilisation, comme d'autres maladies, je pense. C'est ça. Tout à fait, Smaïl. C'est à travers ces actions-là, on fait, c'est-à-dire impliquer même les enfants, parce que c'est eux qui sont l'avenir de l'Algérie. Oui. C'est les enfants. Et les enfants parlent beaucoup avec leur papa, avec leurs enseignants. Ils se posent beaucoup de questions. C'est cette curiosité de l'enfant. Quand on lui parle, quand on lui dit que le diabète, c'est une maladie qui peut être évitable, et c'est une maladie qui dépend de l'alimentation, de l'hygiène de vie, dépend d'un contexte dans la maison, à l'école, dans la rue. Tout ça, ça fait parler et ça fait éduquer l'ensemble de la société à travers l'enfant, à travers l'école, à travers la famille. Et vous savez bien que la famille, c'est la cellule. Ah, la famille, c'est la cellule de la société. Pourquoi? Alors, quand on sensibilise les enfants, notamment sur le vaccin, sur le diabète, sur les maladies cardiaques, sur les maladies chroniques en général, l'enfant est toujours là. Papa, maman, tu as oublié de prendre des médicaments. Attention, ne mange pas ça, c'est pas bien pour toi. Quand les enfants sont sensibilisés. Et là, par le théâtre, parce que c'est un moyen de communication, il peut y avoir des petites scénettes comme ça. Alors, pourquoi on a montré cette scène? Parce que ça a été très applaudi par tous ceux qui étaient présents. D'abord, des enfants qui prennent conscience d'un cas de diabète parmi eux, c'est ça. Donc je pense que là aussi, c'est un des moyens de communication qui entre dans le cadre de cette semaine de sensibilisation. Tout à fait. J'avais dit tout à l'heure que cette semaine n'est qu'un précurseur, normalement, pour ancrer cette culture de prévention. Parce que la santé, c'est partout. Même ici, on doit préserver notre santé. Éviter. C'est-à-dire, pourquoi on met des extincteurs au niveau de cette institution contre les incendies. Voilà, c'est pour éviter les risques d'incendie, éviter les risques d'avoir des accidents. Donc, c'est tous les gestes quotidiens vécus chaque jour, on doit penser à notre santé. Parce que la santé, c'est-à-dire, on est dans un contexte, l'air, ça nous permet, c'est-à-dire, l'air pollué, ça nuit à la santé. L'eau polluée nuit à la santé. On dit l'eau, c'est la vie, mais en même temps, l'eau peut être nuisible, source de maladie. Donc c'est pour cette raison que, d'abord, l'objectif principal, on avait dit que d'ancrer cette culture de prévention, mais les objectifs secondaires par rapport à cet objectif principal, c'est d'abord d'inciter les professionnels de la santé d'avoir cette culture dans leur pratique quotidienne, d'accord ?
Parce qu'on n'est pas là pour uniquement donner des leçons, donner des médicaments, poser un diagnostic, penser un pronostic, hospitaliser. Mais au-delà de ça, il faut toujours avoir la notion de la prévention. La notion de la prévention, c'est-à-dire qu'on doit protéger, qu'on doit traiter, mais en même temps, penser à protéger l'entourage du malade, penser à éviter secondairement les complications de cette pathologie du même malade. Penser à lui préserver un environnement qui ne complique pas la situation. Donc, c'est-à-dire, on doit inciter le professionnel. En même temps, on doit sensibiliser. On va y aller vers le large public pour lui dire que vous êtes responsable de votre santé. Vous êtes responsable aussi de ton environnement qui peut nuire à votre santé. Ça veut dire qu'en se protégeant, on protège aussi son vis-à-vis, sa famille, son environnement. Ce qu'on a vécu les 2 ans passés. Durant le ce qu'on a parlé, ce qu'on a incité les gens à être conscients et y aller au-delà de... Et c'est vrai aussi qu'en matière de sensibilisation, tant qu'on fait, on n'a pas fait assez. Oui, plus on en fait, et ce n'est pas suffisant. Tout à fait. Parce qu'il y aura toujours des gens, pour preuve, le tabagisme fait encore des ravages. On a encore des cancers à cause du tabac. Et d'ailleurs, une des journées sera consacrée aux facteurs de risque des maladies non transmissibles, entre autres le cancer, le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Mais je reviens. Le 3e objectif, c'est de faire participer les autres secteurs. C'est l'éducation nationale. Voilà, l'éducation nationale. Les médias, l'information, l'enseignement supérieur, la protection civile, je sais pas. Parce que déjà au niveau de l'éducation, il y en a ce qu'on appelle les unités de dépistage, les UDS, unités de dépistage et de suivi des élèves. Déjà, on couvre à ce stade-là, en matière de prévention, l'État couvre déjà presque plus de 12 millions d'élèves. Donc déjà, on a les soins et la prévention est déjà assurée pour 12 millions. À peu près, entre l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel, il y en a déjà plus de 2 millions d'étudiants. C'est impressionnant. Et c'est ce qu'on appelle les unités de médecine préventive au niveau des universités. Donc, tout ça, c'est des actions de prévention et qui relèvent du devoir de l'État et qui assurent. En plus, les soins et la prévention sont gratuits. C'est vrai que on le rappelle toujours que c'est à la charge de l'État. De l'État, voilà. Et l'État est en train de débourser énormément d'argent pour assurer cette couverture sanitaire, le suivi, le dépistage. Et puis, alors, d'autres objectifs aussi ? Ça, c'est les 3 objectifs secondaires. L'objectif principal, c'est la sensibilisation. Ancrer cette culture, de prévention à tous les niveaux. Et surtout, le secteur de santé, qui est normalement celui qui va promouvoir la santé des populations. Entre autres, je parle, je sais ce que je dis parce que les services d'épidémiologie ont un rôle principal dans cette action de prévention. Donc, on avait dit que... on a parlé des objectifs principaux. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a une semaine, ça veut dire qu'il y a 7 jours. Et 7 jours, l'institution, le ministère, directement, c'est-à-dire à travers sa direction générale de la prévention, de la promotion de la santé, a mis en place 7 thématiques. Alors, les 7 thématiques, je vais vous décharger un peu pour les citer. Voilà. Donc, il y a la promotion de l'alimentation saine, il y a la prévention et lutte contre les facteurs de risque. Bon, là, ça parle du diabète, HTA. Prévention et lutte contre les addictions. Très important. Très important, c'est le tabagisme. Danger des écrans. Oui, bien sûr. Ah ouais, on passe plus de temps. Si on a remarqué, on voit beaucoup plus de gens qui portent des lunettes qu'avant. Oui. Et ça, c'est les petits écrans, c'est les smartphones, les tablettes, les téléviseurs. Ça fait un ravage. Tout à fait. Et cette addiction, elle a des conséquences, bien sûr, sur la santé visuelle, surtout. Et mentale. Tout à fait. Parce qu'il y a des répercussions. L'addiction, c'est un problème psychopsychiatrique. Oui, parce que maintenant, on ne peut plus se passer de son smartphone. Ça devient dangereux. Tout à fait. Voilà.
Donc, automatiquement, tout ce qui est... Les extrêmes sont mauvais en général. Tout excès est mauvais. Voilà, tout excès est mauvais. Ouais. Donc, il vaut mieux être modéré. Il faut jouer la modération dans toute action. Voilà, ne pas abuser. Alors, les autres, c'est la vaccination et PMI. Très important. Voilà, vaccination. On a compris quand même le rôle du vaccin lors de la pandémie, même si certains ont oublié. Oui, on avait seulement, nous, en milieu scolaire, c'est devenu une habitude, c'est ça ce qui est bien, mais il faudrait que ça continue. Mais la vaccination, c'est le programme, on peut dire que c'est le programme qui a le plus réussi en Algérie. Vous savez bien que les différentes maladies, à titre d'exemple, la tuberculose, tétanos, la coqueluche, la diphtérie, l'hépatite, les infections respiratoires, donc tout ça, ça faisait ravage auparavant. Alhamdoulilah, ça a disparu. Voilà. Ou même c'est régulé, c'est maîtrisé, c'est des situations qui sont maîtrisées. Alors là, les autres thèmes, l'hygiène et santé. Ah oui, c'est la base. Propreté. C'est la base. C'est la propreté. On a compris qu'il fallait être très regardant sur l'hygiène durant le corona, parce que quand on se touchait la main, on porte des virus. Il y a l'hygiène de l'environnement, dont il y a plusieurs secteurs qui sont responsables, entre autres les collectivités locales. Là où on travaille, toute société est responsable de l'hygiène de son environnement. Il y a l'hygiène des mains. 2 ans, on parlait de se laver et de... Je crois que ça a été inculqué. De faire une flexion. Mais c'est bien. Ça a servi. Parce que la main est source de... source de maladies. On ne le savait pas, mais bon, on a pris conscience de ça. Tout à fait. Alors les deux autres thèmes, c'est mais aussi dans ce cadre même de l'hygiène et santé, on oublie que l'hôpital, c'est un milieu à haut risque. Et c'est pour cette raison qu'on parle aussi des infections nosocomiales. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on accède à l'hôpital, il y a risque de choper une infection là-bas, parce que c'est un milieu à haut risque. C'est là où il y a les maladies. Et c'est pour cette raison qu'on doit prendre plus de protection, plus Ça serait, on va dire, raisonnable. Quand on entre à l'hôpital, on porte quand même une petite bavette, ça ne coûte rien du tout. Et puis le temps de rentrer à l'hôpital et de sortir comme ça. Et puis surtout se laver les mains. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et puis il reste les deux consommations abusives de médicaments. Ah oui. Alors là, c'est un fléau qui touche maintenant la vie quotidienne. C'est l'automédication d'abord. Alors là, l'automédication... C'est tout le monde. J'ai mal à la tête, je vais prendre un comprimé. Tout à fait. Elle faisait ravage parce que les gens sont inconscients que le principe d'un médicament, et s'il ne fait pas bien, c'est-à-dire que s'il n'est pas... s'il règle quelque chose, il va dérégler autre chose. Mais s'il ne règle pas, il va causer des dégâts. Oui, bien sûr. Parce qu'en général, c'est une prescription d'abord médicale. Médicament, c'est une prescription médicale. C'est le médecin qui doit écrire et vous donner un traitement et non pas un médicament. Voilà. Avec des doses. Des doses. Parce que tout produit en dehors du médicament est poison. Sauf que la dose qui fait qu'un poison n'est pas un poison. C'est vrai. Il ne sera que pas prendre un demi-comprimé ou 2 comprimés, ce n'est pas la même chose. C'est pas le même effet. C'est pas le même C'est pour ça que arrêtons de prendre des médicaments à chaque heure. Le dernier thème, les accidents domestiques. Il y a aussi un problème en matière de médicaments. D'accord. Qu'on avait parlé pendant la période délicate du Covid. C'est l'utilisation des antibiotiques. Ah oui. À tort et à travers. Et là, il y a source de résistance, multirésistance. Donc il faut. On a beau expliquer qu'à force de prendre des antibiotiques, on ne réagit plus. Gérer bien l'antibiothérapie. Voilà. Parce que si elle n'est pas efficace. C'est pour ça que c'est le médecin qui doit réguler. Voilà, tout à fait. Et les accidents domestiques pour clôturer cette semaine de sensibilisation. Et voilà. Les accidents domestiques. Les petites brûlures, les petites indigestions. Voilà. Les enfants il y a 3 types qui sont cités, qui sont les plus fréquentes. Il y a les brûlures, parce qu'il y a toujours des accidents, surtout chez les enfants, lorsqu'ils font verser sur eux une casserole. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les accidents acoustiques, à travers l'ingestion de l'eau de javel, les produits acoustiques, mais surtout l'intoxication au CO. Et oui, là, qui a fait ravage. Après vous, le docteur Mahmoud Hamdi va en parler, parce que c'est vrai que ça reste le monoxyde de carbone. Ah oui, là, c'est la catastrophe.
ce qu'on appelle le tueur invisible, inodorable, et vraiment... Et il fait toujours des dégâts, c'est ce qui est malheureux, à cause d'un appareillage qui est un peu défectueux. Des fois, c'est... Voilà. Je pense que, je ne sais pas, Nadir Bostov, est-ce qu'on a fait le tour de la question de cette sensibilisation pour annoncer cette semaine, dont je rappelle le slogan « Agissons maintenant ». C'est la prévention. La prévention, c'est important quand même de faire participer le citoyen. Ah oui, très important. Tout le monde est concerné par la prévention. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné parce que ma santé dépend de votre santé. Votre santé dépend de ma santé. Donc protégeons-nous. Protégeons-nous. À travers une bonne connaissance, c'est normal. Parce que j'avais dit tout à l'heure, toute souffrance est issue d'une ignorance. Parce que qui on subit, c'est tout, on peut faire qu'elle... Voilà, parce qu'on ne sait pas. Mais quand on sait, on prend, on devient plus prévoyant, on est plus... Voilà, on est conscient, c'est la conscience aussi, c'est la conscience. On n'a qu'à voir nos rues avec les déchets. Oui. Quelqu'un qui jette les déchets n'importe où, c'est un mauvais indicateur. C'est un mauvais indicateur. Ça, c'est un appel quand même au civisme du citoyen pour justement... Voilà. Professeur Nadir Bostov, alors il faut le clôturer. À vous de donner le mot de fin avant de parler de la journée internationale de la protection civile. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la prévention, c'est le seul outil qui va nous permettre de promouvoir notre santé. Et une population saine, c'est une population qui peut être active, qui peut être dynamique et qui peut relever les défis. Donc agissons maintenant. Agissons maintenant. Voilà, c'est le slogan, on va rester sur le slogan. Et le meilleur moyen, c'est la vigilance du citoyen, parce qu'il doit, comme on dit, mettre la main à la pâte. Voilà, c'est ça. La santé, ce n'est pas seulement les professionnels de la santé ou seulement l'État, c'est une affaire de communauté, c'est toute la population qui est appelée à agir. La santé, c'est la population. Une population consciente, c'est une population saine. Et on a remarqué que, parce qu'on a eu quand même... Il y a eu quand même quelques effets positifs durant le corona. C'est ce qui a permis à notre pays de passer, on va dire, avec le minimum de dégâts possible, cette pandémie qui a fait des ravages durant 2 ans, et on en a souffert. Voilà. Merci, professeur Bostov. Je rappelle que vous êtes chef de service du service épidémiologie et de prévention. Oui. Voilà. C'est important, la prévention vient avec, au niveau du CHU de Constantine. Et puis, voilà, pour passer d'un sujet à l'autre, avant de parler de la protection civile qui célèbre sa journée mondiale demain 1er mars, eh bien, je vous propose de faire un tour dans l'histoire avec cet hommage rendu à un martyr de la Révolution. Et notre ami Karim Ouyaba s'est rendu dans un collège où, justement, les élèves rendaient hommage au martyr, dont le nom était porté sur le CEM. C'est bien de rendre hommage à ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, on puisse jouir de cette liberté d'action, de parole et d'activité. Karim Ouyaba. هذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة التي تحييها مختلف المؤسسات التربوية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد. المؤسسة المسماة على الشهيد المرحوم طاهر بودن احتضنت هذا النشاط المميز الذي نربط به أو من خلاله أجيال الماضي بالحاضر. وعودتنا
أنها على قدم وساق في كل مناسبة تاريخية، باعثة بذلك من خلال هذه النشاطات الرسالة المقدسة، وهي رسالة الشهداء للأجيال. أنا سعيد كي راني نشوف ولادي وحفاظي ونبلغ لهم الرسالة نتاعي، ونشكر الجميع على هذه الدعوة. بعد يعني الساعة 4 مساء لما دخل وفوجئت أمه جدتي أن العساكر قدموا إلى من مختلف المداخل تاع المسكن بحثا عنه، فإذا به يتفاجأ بوجود الرقيب قائد الفرقة العسكرية القبعات السوداء وبرفقة القبعات الحمراء. فاشتبك معه الوالد وحاول والدي أن ينزع منه سلاحه الناري، سلاحه الحربي. فإذا بوالدي يصبح في مواجهة عديد من العساكر، رفض الاستسلام واشتبك معهم. ولما حاول الهروب يعني من المستوى الثاني المكان هذا اللي هو هذه الحديقة الفناء الأول هذا، فهرب إلى نحو الفناء الأسفل، لكن تلقى وابل من الرصاص. بدءا كان الرقيب هو أول من أطلق الرصاص وبرفقته مجموعة من الجنود. وفي اليوم الاستشهاد يوم سقط الوالد حضر هذا الواشي والكل عرفه. كانوا 2 فرقة المجاهدين الذين كانوا يتواصلون مع العائلة ومع جدتي، عرفوه وتم القضاء عليه، والحمد لله رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جنانه. الله يرحم الشهداء الجزائر من سنة 1830 إلى غاية جويلية 62. اليوم أحيانا يوم ذكرى يوم الشهيد على مستوى متوسطتنا ومتوسط الشهيد الطاهر بودن. قبلنا عائلة الشهيد بودن الطاهر لتكريمها. رحم الله شهداء الجزائر. يا أمي لاش تبكي علي ولدك مجرد في الوطن، حب الجزائر واجب علي. Voilà, reportage émouvant et retour dans l'histoire, bien sûr, en hommage à nos glorieux martyrs, Allah yarhamhum. Voilà. On va parler maintenant de la protection civile, de la célébration de la journée mondiale qui est célébrée chaque année le 1er mars, et c'est le 1er du mois de mars. Donc, et la protection civile qui est toujours aux avant-postes, bon, vous l'avez remarqué, elle est là, présente au quotidien, que ce soit dans les accidents de la circulation routière, dans les accidents domestiques, dans la protection civile est là, un peu partout, elle fait partie de nous. Mais des fois, à force de les voir, on les oublie parce qu'ils font partie du décor. Mais il ne faut pas les oublier, c'est pour ça que nous, à chaque fois, on appelle notre ami le commandant, Dr Hamdi Mahmoud. Marhaba bik d'abord, merci d'être là. Merci pour cette invitation et bonjour pour tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Alors d'abord, bonne fête, parce que même si c'est demain, je me permets de fêter avec fierté. Parce que d'abord, une journée dédiée à la protection civile, pour vous, ça doit vous faire plaisir d'abord. Et puis, qu'est-ce que vous faites, vous, chaque année, pour célébrer cette fête, pardon. La journée mondiale de la protection civile a été initiée par l'Organisation mondiale de la protection civile depuis 1972, d'où son siège au niveau à Genève, en Suisse. Elle a choisi comme ce jour, comme journée mondiale de la protection civile. Ce jour, au niveau de ce jour, chaque année, nous avons un slogan qui représente un slogan ou un thème principal qu'on doit expliquer, l'importance de la protection civile au niveau en Algérie ou là dans le monde. Voilà. Le slogan de cette année, pour la célébration
la journée mondiale de la protection civile cette année est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. D'accord. Donc c'est un peu l'adaptation de la protection civile aux technologies modernes, qui sont les technologies de l'information. L'utilisation des technologies de l'information pour évaluer tous ces risques, c'est pour analyser les données. On utilise tous les moyens technologiques, informatiques ou tout moyen technologique nouvel pour analyser ces données et pour minimiser les risques et dans un but préventif surtout. C'est surtout la prévention. Vous aussi, vous jouez un grand rôle dans la prévention. Alors, je pense que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication vous semble désormais très utile, que ce soit dans vos déplacements, dans vos statistiques, dans vos sources je ne sais pas, de déplacement aussi. C'est très important. Oui, c'est très important. Tous ces données nous sont utiles pour faire des statistiques, pour évaluer certains risques. Exemple, même surtout en ce qui concerne des données satellitaires sur les risques. Oui. Ils sont importants. On peut avoir ces données, on peut les utiliser. Je vous donne un exemple. En cas d'inondation, pour localiser les zones inondables, donc prendre les précautions pour ne pas avoir des inondations au niveau de ces endroits ou éviter ça. C'est la même chose, je pense, pour les incendies, pour les incendies, pour même les risques en cas de catastrophe. Donc ces données sont très très importantes. C'est important d'avoir quand même, c'est utiliser la technologie pour secourir le citoyen. Oui. Aussi, il faut dire que le téléphone a joué un grand rôle, même maintenant, dans la situation, la localisation. Vous pouvez même localiser peut-être quand il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à joindre. Donc c'est important d'utiliser ces technologies. Oui, surtout le téléphone portable a amélioré beaucoup de choses, surtout lors des appels. Où actuellement nous avons des numéros verts où tous les citoyens peuvent nous appeler pour signaler un incident ou tout accident et pour que les secours se déplacent le plus rapidement possible et pour sauver ou prodiguer des soins. Alors demain, bien sûr, vous serez, comme on dit, c'est le branle-bas de combat. Oui. Voilà, ça c'est le terme utilisé. Mais vous serez d'abord, vous serez, je pense, au niveau national, vous allez célébrer. Qu'est-ce que vous avez programmé à Constantine, par exemple là, c'est à titre d'exemple. Demain, vous allez peut-être procéder à des simulations, Oui, les festivités au niveau de Constantine vont être se réaliser au niveau du centre culturel Melk Haddad, où il va y avoir la présence de Monsieur le Wali et des autorités civiles et militaires et des invités de la protection civile. On va effectuer au niveau de l'esplanade des manœuvres pour présenter le rôle de la protection civile. Même des manœuvres, nous avons réalisé une manœuvre pour présenter sur le risque de l'intoxication au CO. C'est surtout ça. C'est une manœuvre c'est un sujet d'actualité, il est toujours d'actualité, donc c'est un truc important. Également, on va faire une exposition de tout le matériel et engins spécifiques à la protection civile et l'exposer des portes ouvertes au niveau de ce centre culturel, même également des portes ouvertes au niveau de toutes les unités de la protection civile. Ça veut dire que moi, je ne peux pas me déplacer au Palais de la Culture, mais j'ai envie quand même de voir. Je peux me rendre à n'importe quel cas, je trouverai, bien sûr, on va m'accueillir pour nous présenter. Voilà. Il faut le dire aussi. Oui, donc toutes les unités de la protection civile, on va effectuer des portes ouvertes à toute la population, à tous nos citoyens, pour leur expliquer, leur présenter le matériel qu'on utilise dans nos interventions quotidiennes, également leur présenter le type d'intervention qu'on effectue, même leur présenter, leur donner des explications sur les catastrophes, sur les risques encourus comme au niveau de la wilaya de Constantine, nous avons un certain nombre de risques. Donc on va leur présenter les risques. Par exemple à Constantine Exemple des risques naturels, on peut avoir des inondations, tremblements de terre et feux de forêt. Ah, alors là, vous parlez de tremblements de terre. La protection civile algérienne a fait honneur d'abord au pays, mais aussi à votre métier, à votre corps. En se rendant en Syrie et en Turquie. Et là,
nos éléments ont fait des merveilles, il faut le dire. Nous avons, c'est une équipe spécifique. C'est une équipe spécifique, source, qui a eu une certification, les équipes d'intervention, une certification de l'Organisation mondiale. C'est du groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage. Ces équipes, on les appelle les USAR. USAR, c'est des équipes de recherche et de sauvetage au milieu urbain. L'Algérie est actuellement a des équipes de ce type qui ont eu une certification par l'organisation INZRAC, l'organisation onusienne de sauvetage. Donc nos éléments sont qualifiés pour intervenir sur ce type d'intervention. Et ce qu'ils ont fait en Syrie, d'ailleurs, le peuple syrien et même les Turcs n'ont pas cessé de rendre hommage à nos éléments qui étaient sur place. Même concernant nos interventions au niveau en Syrie ou même en Turquie, on a été classé premier. C'est important de le dire. C'est un motif de fierté, comme on dit, parce que c'est quand même, bon, quand on est classé premier, moi, bon, pas de mémoire. Moi, je sais que ce n'est pas la première fois que l'Algérie intervient sur des catastrophes naturelles hors de l'Algérie. Je me souviens du tremblement de terre du Mexique, l'Arménie. L'Arménie, à chaque fois, la protection civile algérienne intervient et avec beaucoup d'efficacité. Oui, très efficace. Mais après avoir eu sa certification, maintenant on peut intervenir au niveau de tous les pays du monde parce qu'il y a une certification qui est reconnue au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Donc ça veut dire que maintenant vous avez un agrément. Un agrément qui vous permet d'intervenir. Parce que vous avez montré sur le terrain votre efficacité. Oui. Ces équipes USAR, c'est des équipes qui sont classées en 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau de l'Algérie, c'est le niveau 3. C'est les équipes lourdes qui peuvent effectuer des interventions particulières et difficiles et techniques. Donc c'est l'équipe qui a intervenu en Turquie et même en Syrie. C'est des équipes, on les appelle les équipes lourdes USAR. C'est 3e niveau, c'est le plus haut niveau. On va dire que c'est le niveau le plus difficile à atteindre. Et il faut dire qu'ils ont réussi à sauver des vies humaines plusieurs jours après dans un froid, dans des conditions. Il faut dire que les conditions étaient très difficiles. La température très basse, surtout la nuit. La nuit. Donc... cette équipe, c'est une équipe qui a été formée. C'est une équipe au niveau de l'unité d'intervention d'Alger, l'unité principale, l'unité de renfort et d'intervention d'Alger. Et actuellement, il y a 2 équipes qui sont en cours de certification. C'est l'équipe de Bouira et l'équipe de Mdeya. Mais dans un futur proche, ça va être généralisé au niveau de tous les wilayas. Au niveau des wilayas, déjà, nous avons les détachements spécifiques au niveau de chaque wilaya. On les appelle les DRPI. C'est des détachements de première intervention en cas de catastrophe. En cas de catastrophe, ces équipes sont formées par une équipe de sauvetage d'éléments, équipe cynotechnique, une équipe de logistique, une équipe médicale. Toutes ces équipes font que l'efficacité le plus rapidement possible. Voilà, et c'est bien ce que vous faites, parce que là, il faut bien sûr rendre hommage à ces hommes qui ont risqué leur vie, il faut le dire. C'est là, chaque jour, vous risquez votre vie. Moi, j'ai vu les pompiers, les éléments de la protection civile descendre par corde dans le ravin, dans les gorges du Rumel. C'est impressionnant à voir. Je crois que vous avez même des femmes qui grimpent. Voilà, les grimpes. Je ne sais pas comment vous les appelez. Les grimpes, c'est des équipes d'intervention au milieu périlleux. C'est des équipes spéciaux qui interviennent au milieu périlleux. Ils peuvent intervenir dans des endroits difficiles. Ils peuvent descendre à des endroits au niveau des puits, au niveau comme chez nous, au niveau des gorges du Rumel, au niveau des bâtiments, des hauteurs. C'est des équipes qui sont formées pour sauver des victimes dans des conditions difficiles d'accès, et puis voilà, dans des reliefs difficiles. Voilà. Là, c'est important de dire, parce que vous avez quand même plusieurs cordes et c'est pas seulement ça. Parce que la protection civile aussi joue un rôle de prévention au sein des entreprises, au sein des écoles. Oui, on le fait.
Parmi le programme qui a été initié par la Direction générale de la protection civile, c'est de faire des portes ouvertes au niveau des unités de la protection civile, des manœuvres au niveau des sociétés socio-économiques, des manœuvres sur les risques encourus au niveau de ces établissements pour sensibiliser les agents de sécurité de ces établissements sur ces risques, parce que ce sont eux les premiers intervenants qui peuvent limiter cet incident. Le but. Également, on a fait des manœuvres et même des conférences et des journées de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, au niveau des centres de formation professionnelle, au niveau des universités. Des entreprises publiques comme la nôtre, puisque voilà, vous faites... Ça entre dans le cadre de la sensibilisation, de la prévention. La prévention, c'est la chose la plus importante. Ouais. Alors, on va voir juste quelques images, histoire de voir bien sûr ce que font les hommes, et surtout pour vous laisser vous reposer un peu. Je sais que parler, c'est difficile. Alors, on a quelques images, bien sûr, d'une manœuvre qui s'est faite ici, au siège de notre station régionale, il y a quelques mois. Regardez, c'est impressionnant avec les exercices que font les éléments de la protection civile sur le terrain. Voilà, c'était quelques images, bien sûr, sur le terrain. Voilà, c'est un exemple, mais vous savez, vous avez tellement de boulot. Et puis, tellement les missions sont diverses de la protection civile, oubliez votre participation quand même effective et efficace durant le Chan, où vous avez joué un rôle qui n'était pas inhabituel pour vous. Oui, ça fait partie de nos nouveaux rôles. Ou même les dispositifs de match, on le fait avant, mais concernant le Chan, on a eu un nouveau rôle où la protection civile a joué le rôle de prévention, également le rôle de stadier
pour aider à l'installation des téléspectateurs au niveau du stade. Voilà, au stade pour surtout de les orienter, leur donner des conseils en ce qui concerne tout ce qui est préventif, de ne pas s'asseoir au niveau sur les chaises, de libérer les passages, de libérer les passages pour éviter tout incident. Mais ça s'était très bien passé. Ça s'est très bien passé. Moi, je tenais seulement à souligner, parce que vous avez joué quand même un rôle extraordinaire et efficace durant l'organisation. Peut-être que vous aurez à jouer le même rôle durant la prochaine CAN des U17 à Constantine, où il y aura un site. Voilà, donc demain, c'est votre journée. Je vous dis encore une fois bonne fête. Merci. Voilà, pour tout le corps de la protection civile. Mais si vous voulez ajouter un dernier mot avant de peut-être rendre aussi hommage à tous ceux qui se sacrifient chaque jour pour que nous, on ait bien. Et la protection civile fait partie de ces éléments qui sont vigilants et aux aguets. Demain, pour les festivités, pour remercier tous ceux qui ont honoré la protection civile, il va y avoir la remise des grades pour les nouveaux gradés, également la remise de diplômes pour ceux qui ont eu des diplômes en secourisme de masse. Cette année, on a formé 72 secouristes bénévoles. Également honorer nos retraités voilà, c'est les retraités, ceux qui prennent une retraite méritée. Oui, voilà. méritée. Mais pour nous aussi, c'est une manière d'inviter aussi tous les citoyens à se rendre à ces festivités pour un peu encourager, parce que je sais que ça vous fait plaisir quand on vient. Ça fait très plaisir. Voilà, quand on vient à ces festivités, parce que les éléments de la protection civile, en général, quand ils interviennent, c'est que ça va mal. Mais là, au moins, c'est pour au moins fêter et célébrer un corps qui fait toujours honneur et qui se sacrifie pour la vie des autres. Voilà. Merci encore, commandant Mahmoud Hamdi. Je rappelle que vous êtes docteur, médecin au sein de la protection civile qui célèbre demain, Inch'Allah, la journée internationale de la protection civile. On va essayer de changer un peu de domaine, parce qu'on va aller à l'université, mais n'oubliez pas, alors si vous avez un petit moment, rendez-vous aux unités de la protection civile à travers tout le pays pour bien sûr encourager nos pompiers, comme on dit, on les appelle les pompiers, nos éléments de la protection civile. Je vous invite aussi juste à faire un petit détour, parce que le mois de mars c'est aussi le mois des femmes, le 8 mars c'est proche, et puis voilà, il y avait un petit cérémonial pour honorer les femmes qui se sont distinguées l'année passée. Notre consoeur Linda Chaban s'est rendue à ce petit événement qui en dit long sur ce que peuvent faire les femmes. Linda Chaban. كان حلمي الوحيد منذ الصغر انه نحمل اي شيء يشبه الميكروفون ونلعبها كلعبه مفضله بالنسبه لي، حتى ملوا منها الاصدقاء المقربين. ولو كانت تساليني في فتره الثانوي وش حابه تولي، مازال ما تبلورش في ذهني فكره معينه حول هذا الحلم، شيئا فشيئا وبفضل الله اولا، ثم المعدل تاعي الحمد لله في البكالوريا ثانيا خلاني ندخل إلى كلية الإعلام والاتصال. هذا كان جزء مهم جدا أني أخوض غمار تجربة الصحافة المكتوبة أولا، ثانيا الصحافة الإذاعية، ثالثا التلفزيونية. قدرنا نوفروا للأطفال فضاءات تعليمية تركز بالدرجة الأولى على تعليم الطفل كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. كيفاش بدينا في الفكرة تاع المشروع هذا؟ بديته كأم حبت توفر لولادها ولا تبحث لولادها على مكان اللي والله على نشاط اللي كيمارسوه يستفادوا منه للمستقبل تاعهم. وليت نقول علاه ما يستفادوش من البرنامج هذا اكبر عدد ممكن من الاطفال. خصصنا هذا اليوم خصصناه للمراه اللي حابه عندها طموحات، حابه تنجح، حابه تبان، حابه عندها افكار، حابه تزيد تشاركها مع الناس، خاصه وانه احنا حابين نبينوا دور المراه القسنطينيه والجزائريه بصفه عامه. الهدف من هذه التظاهره هو تثمين دور المرأة، سواء كانت جامعية أو ربة منزل أو عاملة أو رائدة أعمال.
حبينا نمدوا الفرصة ونبينوا ونبرزوا دور المرأة، باللي المرأة راهي عمود المجتمع. الميوزيك كانت الشغف تاعي ملي كنت صغيره، الشغف تاع الوالد تاعي رحمه الله، وكانت الشغف تاعي انا ثاني. يعني ديجا راني درتها كتخصص، مالغري عندي يعني دراسات اخرى عملتها، ولكن الموسيقى كانت ديما موجوده في قلبي، ولهذا درتها كم تخصص. وحاليا راني استاذه في التربيه الفنيه الحمد لله. ندرس في الولاد الصغار وندرس حتى الكبار، وعازفه على آلة البيانو وميوزيسيان دوركستر والحمد لله. انا سبيسياليتي ماركتينغ، وكم نحب لا مود ونحب لي فيتمون، نحب لي روب، نحب لي فيتمون، نحب لي سواري، لي روب بلانش. اسمها هذا هو الدومين اللي كنت نشتي. مدربة رياضة بدنية ولياقة بدنية وفنون قتالية. أي واحد عنده ميول يحب يحقق الهدف تاعو، وأنا الحمد لله وصلت وين راني حابة. باش وقفت المشروع تاعي جاتني شوية صعيبة مع ولادي، مع داري، مع قرايتهم، مع العمل نتاعي، خصوصا العمل مع النساء بزاف صعيب. والحمد لله ربي يوفقني إن شاء الله. خصصنا هذا الملتقى اكيد باش يعرضوا هما قصص نجاحهم، سواء كانت فئات ما كتاب البيوت او فئات كما نقولوها هي ثاني راهي تخدم وحابه دير دوطخ بروجي. اكيد تشرفنا بحضورها معنا، راح تهز الخبره من هذه الفئه اللي راهي معنا، واليوم بربي ان شاء الله راح يتقاسموا معنا الخبره تاعهم ومشاريعهم ويقدموها قدام جميع النساء هذو اللي عندنا، به كل واحده من النساء الحاضرات راح ياخذوا منهم الخبره ان شاء الله. وعلاه لا اللي مازالت ما دارش لو بروجي تاعها هي ثاني ان شاء الله تنجح فيه. Voilà, vous aurez compris que, bon, parce que j'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir d'abord un ami, et puis c'est le professeur Jamal Hammana, qui je vous dis Jamal Hammana, peut-être vous ne l'allez pas connaître, mais si je vous montre un peu son CV qui est assez lourd, voilà, bon, c'est... Je vais te dire d'abord marhaba bik Jamal, parce que c'est toujours un plaisir de recevoir des amis comme ça. Merci. Vous êtes professeur à l'université, on va dire, de Constantine, oui. Vous-même. Vous êtes le directeur de l'école nationale polytechnique de Constantine, dans le pôle qui se trouve au pôle universitaire, la ville universitaire de Constantine. Je ne me trompe pas, l'école s'appelle Melk Ben Nabi, en hommage au grand penseur, philosophe, c'est un tout, hein, Melk Ben Nabi. Et puis, bon, pour avoir une idée sur notre invité, alors il a fait ses études, je vais vous montrer. Alors si je vous montre bien sûr là, ce sont 3 prix Nobel qui sont passés par la même université où il a fait ses études, eh bien, au sein de l'Union soviétique, voilà, la Russie. Voilà, ces 3 prix Nobel, eh bien, sont passés par la même université, et cette université à Kharkov, voilà, et l'hommage rendu, voilà. C'est alors on trouve l'image, voilà la photographie de notre invité, Jamal Hammana, qui grâce à ses recherches est répertorié parmi les meilleurs étudiants de cette université. Là, pourquoi je vous dis, c'est pour prendre conscience un peu de la valeur de l'homme qui est devant nous, très humble, hein, très humble. Et voilà, nous on l'a invité, non pas pour nous parler de son cursus, qui est quand même, il faudrait toute une émission pour lui consacrer, pour parler de ça, mais surtout de ce que vous faites à l'école polytechnique Melk Ben Nabi de Constantine. Voilà. Alors, une petite présentation de votre école d'abord, supérieure. Bonjour, salam alaikum. Merci pour l'invitation, Ismaïl. L'école polytechnique de Constantine, qu'on a appelée au nom de Melk Ben Nabi, le penseur islamiste, qui a été un ingénieur en électricité. D'abord, oui. D'abord.
fils de Constantine, né à Constantine, ancien moujahid, et ancien cadre du ministère de l'Enseignement supérieur. Elle a ouvert ses portes en septembre 2014. On a reçu la première promo en 3e année. En 2017, on a fait sortir la première promotion d'ingénieurs. On est à la 6e en juillet 2022. On a 4 départements de spécialités avec 6 spécialités. Génie mécanique, génie des matériaux, électronique, électrotechnique automatique et génie des procédés, en plus d'une classe préparatoire où on prépare les étudiants justement pour pendant 2 années passer le concours et accéder à la spécialité. Notre école se trouve, comme vous l'avez bien dit, dans la ville universitaire. Bon, les gens croient que c'est une université. Non, c'est 4 établissements universitaires. Et en plus, c'est 24 000 étudiants, dont 13 000 résidents. Voilà. C'est important de dire que c'est une ville universitaire. Ce n'est plus un département ou un institut. Exactement, voilà. C'est le plus grand campus d'Afrique. Voilà, en plus. Voilà. Et il se trouve à Constantine. Il y a les 4 établissements, l'École nationale polytechnique que je dirige, l'École nationale de biotechnologie, l'École normale supérieure qui forme des enseignants primaires, secondaires et l'ENS, lycée. Et bien sûr, le plus grand établissement, c'est l'Université Constantine III, qui est la plus grande. C'est important de dire quand même que c'est un pôle universitaire où il y a... Alors, bon, sommairement, on sait qu'il y a... Constantine est une ville universitaire par essence. Exactement. Depuis, je ne sais pas, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu ulama, shuyukh, des enseignants, des érudits, des gens qui ont enseigné. Parce que Constantine est une ville quand même de culture. Et là, c'est important de dire que ça a toujours été une ville universitaire. Là, le pôle universitaire ne fait que perpétuer une tradition bien constantinoise. Là, ce n'est pas le chauvinisme, mais ce qui va encore, moi personnellement, quand je me suis rendu là-bas, j'ai été étonné de voir que vous aviez une plateforme technologique extraordinaire. Ça, c'est une plateforme, je crois qu'elle est unique un peu aussi en Algérie. Exactement, c'est une des plus grandes plateformes technologiques d'Algérie, si ce n'est pas la première. Elle est à la disposition, bien sûr, de tous les chercheurs algériens, et elle est à la disposition du secteur économique aussi, secteur industriel, public, privé, pour répondre à Alors, quand on dit toutes. plateforme technologique, peut-être que le kidam des téléspectateurs ne voit pas bien. Mais ce que vous mettez à la disposition et des chercheurs, des innovateurs, des étudiants, là, est impressionnant. Si vous le voulez, moi, je me suis rendu, j'ai ramené quelques images. Ouais. Si vous voulez, on les regarde, M. Hamada, et Okay. après, vous allez commenter. Alors, regardez, c'est impressionnant le nombre de machines, de performances qu'il y a et qui peut encore. J'ai même vu un hôtel d'accueil pour les chercheurs dans ce que vous prenez soin de vos invités durant tout leur cursus, durant leur recherche. Regardez le reportage. L'École nationale supérieure de biotechnologie de Constantine Taoufik Khaznadar, elle a ouvert ses portes en 2014. On est à la 5e promotion. Nous formons des doubles diplômes, c'est-à-dire des ingénieurs Master 2. Au niveau de notre Fab Lab, les étudiants réalisent leur PFE, start-up ou bien innovation. Donc, on a dans les domaines suivants, qui sont la biotechnologie santé, biotechnologie pharmaceutique, biotechnologie végétale, agriculture, microbienne et environnement. Dans ce projet, on vise à la valorisation des déchets pour optimiser et réduire les coûts de la culture des microalgues, pour avoir un biomasse de haute qualité et grande productivité qui a un intérêt cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire.
Nous sommes à l'École nationale polytechnique de Constantine, dans la section mécanique de la plateforme technologique élaboration et fabrication. Comme vous avez vu, on a des machines top, surtout 5 axes avec ultrasons. On peut fabriquer tout ce qu'on veut. Donc je profite pour cette occasion pour lancer un appel aux prestataires de services de l'industrie, que ce soit privé ou public, pour venir chez nous, puisqu'on peut leur faire tout ce qu'ils veulent. Ça nous permettra de faire un peu de recettes, d'avoir un peu d'argent pour la maintenance, l'achat de consommables, etc. Cette plateforme, sur instruction de Monsieur le ministre, est à la disposition de tous les futurs ingénieurs ou masters qui sont en train de travailler sur les projets innovants. On est là pour les servir gratuitement. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à des start-up et pourquoi pas un brevet ou une micro-entreprise. Donc l'imprimante 3D céramique, on peut confectionner des pièces à n'importe quelle architecture complexe et d'une précision de 100 microns. Où la pièce elle peut être petite, comme elle peut atteindre des dimensions à 20 cm en largeur, hauteur et tout. Les domaines d'activité, ça dépend des demandes. Ça peut être dans le domaine industriel. Par exemple, les industries, n'importe quelle industrie qui utilise ou qui importe des pièces complexes à base de céramique, on peut maintenant les fabriquer. Le fournisseur Internet nous a dit que vous êtes le premier en Afrique et au monde arabe. La prestation de service, ils n'ont pas encore, malgré le plateau, le site Kaina. C'est un microscope électronique à transmission installé à la plateforme de l'École nationale polytechnique de Constantine. Donc, on peut faire des images à des résolutions atomiques parce qu'il y a une accélération des électrons de 200 kV. Il peut aussi travailler à des tensions inférieures de 200 kV, ce qui intéresse les biologistes. D'accord. Donc, on a des systèmes, des systèmes de grandissement, des lentilles qui permettent de focaliser le faisceau électronique sur un échantillon très très mince et un autre système de lentilles qui permet le grandissement des images à des échelles atomiques. On peut arriver jusqu'à 2 millions. Je suis développeur de projet nommé Sorobot qui consiste à la conception et la réalisation des variateurs de vitesse contemporains. Ces variateurs de vitesse, l'idée c'est faire varier la vitesse des moteurs électriques qui sont conçus normalement pour une vitesse bien déterminée. L'idée n'est pas nouvelle, donc on va essayer de l'innovation, c'est de faire la conception et la réalisation en Algérie. Parce qu'on n'a plus ni la conception, ni la réalisation, ni la fabrication en Algérie, ni en Afrique. Voilà, alors le reportage des images, et encore, on n'a pas tout montré, on n'a pas eu le temps de tout montrer. Exactement. Bon, là, c'est un échantillonnage très restreint de ce que vous avez comme capacité, d'abord, de recherche. C'est extraordinaire. Moi, sincèrement, j'étais étonné. Bon, mais ce qu'on a vu, c'est peu de choses par rapport à ce qu'il y a, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Même les gens les étrangers, on a eu des étrangers qui sont venus, ils ont été vraiment étonnés. Ils se sont dit, on n'a jamais pensé que l'Algérie pouvait avoir tous ces moyens. Donc, avant, nous, on allait à l'étranger pour faire nos recherches. Maintenant, c'est eux qui veulent venir chez nous pour utiliser notre appareillage qui coûte très très cher et qui est très valorisant, c'est du matériel de pointe. Vous avez vu le microscope électronique à transmission. On a un à Constantine, il y a je crois un aussi à l'USTHP. Et croyez-moi, pour faire passer un échantillon, ça coûte 1 000 €. Vous imaginez sa valeur, combien c'est cher. Donc tout ce matériel qui est à la disposition, comme je vous l'ai dit gratuitement pour les chercheurs, pardon. Pour les chercheurs. Donc ça va permettre à tous les chercheurs algériens, pas seulement les nôtres,
de venir travailler chez nous. Ça permettra au ministère d'économiser un peu de devises. Pourquoi envoyer nos chercheurs à l'étranger faire ce qu'ils peuvent faire ici en Algérie? Et comme vous l'avez dit, bien dit tout à l'heure, on est la seule plateforme qui dispose d'un hôtel. Voilà, un petit hôtel d'accueil. Un petit hôtel qui permet aux chercheurs d'être hébergés à côté de leur appareil. Ils peuvent travailler durant la journée, la nuit, parce qu'il y a des manips qui durent longtemps. Ça, en Algérie, personne ne l'a. Et vous êtes aucune la seule, plateforme ne l'a fait. La seule et là, école. Exactement. Je profite pour rendre hommage au professeur Awarag Hafid, qui était directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, qui nous a fait confiance et qui nous a aidés à mettre en place cette plateforme. C'est un grand chercheur, donc il a compris. Voilà, il a compris ce que vous vouliez faire et ce que vous avez réalisé. Exactement. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse aussi, c'est que cette plateforme va servir à former des jeunes innovateurs qui vont... Maintenant, c'est dans l'air du temps. Start-up et incubateur. Là, ce sont deux termes qui reviennent souvent. Ce que vous avez aussi, d'abord, ça, c'est en matière de recherche, vous les accompagnez. Vous leur mettez gratuitement, vous mettez à leur disposition gratuitement ce matériel. C'est ça. Exactement. Pour peu qu'ils fassent des recherches dans ce domaine et qu'ils utilisent. Exactement. Voilà. Au début, cette plateforme était dédiée aux doctorants et aux chercheurs. Avec la nouvelle politique de Monsieur le ministre, qui veut, avec bien sûr encourager. Exactement. Voilà, sur demande de c'est la volonté, bien sûr, de l'État. Exactement. Sur demande de Monsieur le Président de la République, pour que nos chercheurs, nos ingénieurs arrivent à créer des micro-entreprises qui vont aider le pays à se développer. Ces institutions, c'est mettre tout ce qu'on possède à leur disposition. Donc il y a cette plateforme technologique, il y a les laboratoires de travaux pratiques qui sont bien équipés aussi, que vous avez vu. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout montrer. On n'a pas tout vu, mais on a vu quelques... On a aussi un incubateur qui est bien équipé, pour les accompagner aussi. On a un Fab Lab, que vous avez aussi vu. Malheureusement, on n'a pas pu le voir. Donc il y a beaucoup de moyens. La balle est dans le camp des étudiants et des encadreurs. Je dis bien des étudiants et des encadreurs. Bien sûr, parce que c'est un tout. Exactement. Et je profite pour dire une chose. Ça, c'est l'école polytechnique. Il faut savoir qu'il y a aussi des incubateurs, des Fab Labs, des laboratoires de recherche à l'Université Constantine III, à l'École nationale de biotechnologie. En plus... C'est la même chose. Exactement. Dernièrement, on a eu la visite de notre ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de monsieur le ministre des startups. Ils ont inauguré, vous l'avez bien montré tout à l'heure, on a montré des... Parce qu'on a fait, ces institutions, c'est faire de Constantine un pôle d'excellence dans la recherche et dans l'innovation. Donc on a réservé, dans notre ville universitaire, plus de 250 salles aux startups, aux futures startups, aux étudiants qui travaillent sur des projets innovants, de toute la ville de Constantine, pas seulement de la ville universitaire. En plus des espaces qu'on a dans chaque institution, donc on va arriver à peu près à 600, entre 400 et 600 places, dédiées aux startups. Spécialement aux startups. Aux startups, là c'est important, parce que là, les startups, c'est le futur de l'économie nationale. Exactement. Il n'y a rien à dire, ça Exactement. c'est... Alors, l'autre décision, c'est que vous pouvez, moi je suis étudiant, je termine mes études, j'ai mon projet, mais je n'ai pas de local, je n'ai pas de bureau. Là aussi, vous accompagnez, vous offrez des bureaux gratuitement, enfin pas gratuitement, mais symboliquement. Exactement, exactement. Je le dis, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui nous a dit il faut que dans chaque établissement, il faut qu'il y ait ces espaces. Par exemple, à l'école polytechnique, on a entre 30 et 40 salles assez grandes, avec tout ce qu'il faut, connexion Internet, bureaux, etc., qui seront mis à la disposition de ces futurs ingénieurs qui sont sur des startups ou sur le point de créer une micro-entreprise, avec il nous a dit symboliquement qu'il paye 200 dinars par mois pendant une année renouvelable. Donc c'est vraiment... Qui peuvent aller jusqu'à 2 ans pour préparer leur projet. Ça, c'est important. Et ça n'existe nulle part dans le monde. Je crois que c'est une décision... Ça n'existe nullement dans le monde. Donc, toutes ces facilités, croyez-moi, ça n'existe nulle part dans le monde. On a été un peu partout. Quand on raconte à nos collègues étrangers, ils disent « c'est pas possible ». Tout est fait pour Tout est fait pour qu'ils réussissent. Voilà. Et on va dire pratiquement que l'étudiant, en fin de cycle, n'a plus le droit de fléchir.
Il a tout pour réussir. L'aide de l'État, l'aide de la recherche, les facilités en matière de création d'entreprises, c'est important. Bien sûr. Et que de projets ont été jetés à l'eau parce qu'il n'y avait pas de... Je pense, bon, vous êtes enseignant, vous savez que vous avez sûrement eu des idées lumineuses, des idées géniales de création, mais qui sont peut-être perdues. Exactement. Voilà. On a des étudiants très très intelligents, capables de faire, ils ont des idées, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Malheureusement, depuis que notre école a été créée, il y a des écoles avant nous qui ont été... Plus de 60%, je dis bien plus de 60% de nos étudiants vont à l'étranger. Parce qu'ils n'arrivaient pas soit à ne pas trouver de travail, soit à concrétiser leurs idées. Et c'est venu au bon moment. Maintenant, avec tout ce qu'on leur propose, ça va un petit peu arrêter ce... Ben oui, ce flux. Parce que c'est quand même nos matières grises, c'est notre élite de demain. Ben, si elle reste ici, eh ben, elle va bien sûr travailler pour notre pays. Pourquoi aller ailleurs quand on a ce qu'on veut ici? Exemple. Et ça, c'est la politique de M. le Président de la République et de notre ministre. Arriver à stopper cette hémorragie et faire d'autre part développer notre pays. Un projet innovant, moi, comme j'ai dit à mes étudiants, un projet innovant, ça peut dire faire une découverte. Justement, arriver à brevet. Voilà. Alors, vous avez fait des études, vous avez fait des découvertes. Quand vous étiez encore étudiant, vous avez fait, donc, à titre d'exemple, c'est une simple idée qui peut sortir du lot. Et il faut insister, parce que des fois, les étudiants ont peur. Qu'est-ce que je vais créer? Des fois, c'est une simple idée. Exactement, exactement. Parce que eux, pour eux, quand on leur a dit au début, ils étaient réticents. On voulait arriver au maximum de projets innovants. Ils étaient réticents, ils avaient peur. Et il y a même ceux qui m'ont dit, et si n'arrive pas à un projet innovant, je n'aurai pas mon diplôme. Non, non, exactement. Alors, je lui ai dit, écoutez, l'Algérie importe tout pratiquement. Qu'est-ce qu'on produit en Algérie? Donc, toute idée qui permet de fabriquer quelque chose ici, avec des matières premières algériennes, avec de la main-d'œuvre algérienne, à un coût bas par rapport à ce qu'on importe, c'est une idée innovante. C'est une innovation. Comme le jeune qui proposait un variateur de vitesse, et il a dit, j'ai rien inventé, mais c'est bien de le fabriquer chez nous. Ou j'améliore un process. On a dit... Je leur ai dit, faisons du reverse engineering. Prenons quelque chose qui est fabriqué ailleurs et faites-le ici, c'est tout. Et ça sera innovant. Voilà, on a vu aussi l'école supérieure de biotechnologie est tout aussi innovante, parce que d'abord c'est une nouvelle branche. Si la Polytechnique est assez ancienne, l'école de biotechnologie est assez quand même extraordinaire, parce qu'elle propose tout ce qui est recyclage, santé, santé alimentaire. Bon, là aussi, ils ont aussi des Fab Labs qui sont extraordinaires et qui proposent. Ils n'ont qu'à accueillir les projets d'innovation. Exactement. Il y a aussi la faculté de génie des procédés de l'Université Constantine III, qui ont des chercheurs de haut niveau aussi, qui peuvent faire beaucoup de choses. Je les connais personnellement parce qu'ils sont juste à côté. Ils étaient mes voisins quand j'étais à Constantine 1. Et je voudrais bien quand même rappeler quelque chose. Les deux ministres, quand ils sont venus à Constantine, ils ont visité un hall technologique de l'École nationale polytechnique de Constantine que vous avez... Oui, que j'ai vu. Bon, on ne l'a pas passé. Qu'on a mis notre ministre, en accord avec son collègue, ils ont décidé d'en faire un laboratoire régional de fabrication. D'accord, et il est dédié aux startups. 2500 mètres carrés qu'on peut faire en 2 étages. Ils ont été impressionnés par cet espace. Il va être, avec l'aide de monsieur le ministre des startups, équipé. Et ça sera un laboratoire régional de fabrication des prototypes de n'importe quelle idée qui peut être innovante. Alors, pour expliquer, pour être plus de terre à terre, ça veut dire que vous avez réservé un espace commun entre vous et le ministère des startups, qui va accueillir toute idée. Bon, ça veut dire quoi exactement, accueillir? Est-ce que moi, jeune innovateur, je viens chez vous, vous allez m'offrir quoi exactement? Vous venez avec une idée que vous avez concrétisée, vous voulez fabriquer un prototype, on met à votre disposition. Venez, il est là. Vous avez tous les appareils pour le faire. Pourquoi notre ministre a choisi cet espace à l'école, principalement à l'École nationale polytechnique de Constantine? Parce qu'on a la plateforme qui est juste à côté. Il traverse... Ça veut dire que moi, jeune innovateur, j'ai un moteur qui est un peu... Voilà, je veux l'essayer. Je viens chez vous, vous me donnez un espace
vous me permettez l'accès gratuitement à votre plateforme technologique. Ça veut dire que je peux utiliser une machine. Je ne sais pas, moi j'en ai vu beaucoup. Bon, peut-être que dans certaines, je ne sais même pas à quoi elles servent, mais bon, elles servent à quelque chose. On a passé quelques exemples. Voilà quelques exemples comme celle. Par exemple, moi j'ai une idée de création d'une pièce pour une machine qui découperait, mais c'est en céramique. J'ai pas trop d'idées. Je viens et vous m'aidez, vous m'orientez. C'est ça. Exactement, oui. Vous avez bien fait passer la section fabrication mécanique, où il y a une machine 3 axes, 5 axes avec ultrasons. La 5 axes avec ultrasons, je ne sais pas s'il y en a en Algérie, je ne sais pas s'il y a une ou deux, peut-être c'est la seule qu'on a. En tout cas, moi, c'était la première fois que je vois ça. Voilà. Dans ma tête, il y avait encore les machines conventionnelles vous avez été que j'avais au lycée technique il y a 40 ans. C'était des tours et des fraiseuses, un peu bizarrouées, simples. Mais là, je trouve autre chose, c'est l'évolution technologique. C'est une machine qui travaille sur sur 5 axes. Donc elle peut fabriquer n'importe quelle pièce. Parce que dans la plateforme, on a eu l'idée de faire une section qu'on a appelée maintenance. On veut bien y arriver. Il nous manque encore quelques appareils. Bien sûr. Bon, c'est pas la perfection, il y a toujours, bien sûr. Parce que l'idée, dans la section maintenance, c'est faire en sorte de récupérer le matériel qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Et croyez-moi, c'est un cimetière dans tous les établissements universitaires. D'abord, récupérer tout ce qui est en panne. En panne. Soit, pour le remettre si on peut le remettre en... Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien, puisque s'il manque une pièce, un appareil qui date de 30 années, il n'y a plus de pièces de rechange. Si on peut la fabriquer, tant mieux. Si on ne peut pas, au moins le recycler, en faire autre chose. Ouais. Et j'ai dit, là, ce sera des projets innovants aussi. Le recyclage est une innovation. Voilà, j'ai une machine qui ne fonctionne plus, elle fait ça avec mon étudiant. Est-ce qu'on ne peut pas la transformer pour qu'elle fasse autre chose? C'est une idée innovante. Et elle peut servir au lieu de la jeter. Elle a coûté des milliards dans le temps. Et aussi, si on peut aller dans le domaine industriel, comme idée, je ne sais pas, par exemple, les cimenteries ont souvent des pièces qui tombent en panne et qui doivent importer à coût de beaucoup d'argent. Bon, je vais dire ça coûte très cher, importer. Ils peuvent fabriquer chez vous aussi. Il n'y a qu'à prendre le modèle et vous avez des... Il y a des scanners pour scanner la forme de la pièce et la fabriquer. Voilà. C'est ça l'avantage. Avec n'importe quelle matière. N'importe quelle matière. Vous avez vu l'imprimante 3D? Là, on fabrique de la céramique. Il vous a bien précisé. Céramique. Avec une précision de la plus petite à la plus grande pièce. On a donc les tours. On a les tours classiques que vous connaissez quand vous étiez étudiant. Dans ma mémoire. Voilà. Donc l'étudiant, il travaille sur le tour classique, la fraiseur classique, il passe sur... Je profite de l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on arrive à la fin. Oui. Un appel aux industriels, privés et publics. Ils ont tout ce qu'il faut pour résoudre leurs problèmes, améliorer leur production, chercher de nouvelles pièces. On a fait appel. Il faut qu'ils viennent, qu'ils profitent pour se développer. En développant une idée, ils vont gagner de l'argent. Et en même temps, nous, ça nous permettra de faire des recettes. Parce que tout cet appareillage qui a coûté très cher, on doit le maintenir. Bien sûr. Acheter des pièces de rechange. Acheter consommables, et ça, c'est très cher. Première. Voilà, le ministère ne peut pas nous supporter lui seul. Voilà, j'espère que notre appel sera... il faut le lancer, et puis surtout relancer les étudiants qui ont une idée. Exactement. Ça ne coûte rien de proposer l'idée, puis après on va voir. On a dit aussi, n'ayez pas peur, comme vous l'avez dit. Venez avec votre idée, vous n'avez rien à perdre. Si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, c'est pas grave, on va pas vous... Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. C'est ce qu'on va dire. Exactement. À vous de conclure, Jamal Hammana, professeur Jamal Hammana. Merci pour cette... c'est la moindre des choses, parce que ce que vous avez est très intéressant. Peut-être lancer encore une fois. Merci de m'avoir donné l'occasion de présenter cette plateforme technologique de haut niveau. Il en existe en Algérie aussi, à Sidi Bel Abbès, à Alger, un peu partout dans les centres de recherche. Elle a fait déjà, on n'a pas beaucoup d'ingénieurs, on n'a que 7 ingénieurs. Et on a fait déjà 500 prestations. C'est déjà pas mal. On aurait pu faire plus. Bon, monsieur le ministre nous a aidés et nous ont réservé d'autres postes pour recruter de nouveaux ingénieurs. Voilà. Je dis encore une fois que la ville universitaire, c'est un pôle d'excellence. Il est dédié aux start-up, surtout aux start-up.
et surtout aux projets innovants. Profitez de cette occasion, s'il vous plaît. Alors profitez, l'appel est lancé. Merci professeur Jamal Hamala. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'École supérieure polytechnique de Constantine. Et on a parlé de pôle universitaire, de ville universitaire et de plateforme technologique. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais rapidement saluer toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin. À leur tête, le réalisateur majeur de sa promotion qui vient juste d'avoir son diplôme. Brok alik Nabil Agoubi. Et puis à toute l'équipe. Et puis on va saluer Salim Khorchidi. Gros Algérie. D'ici là, bien à la semaine prochaine pour un nouveau Bonjour d'Algérie à partir de Constantine.